8h30 sur LC, l'interview ce matin, c'est avec le général Christophe Gomard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ancien chef du renseignement militaire, ancien chef des forces spéciales en tant que commandant en l'occurrence. On va d'abord faire le point sur les informations du week-end parce que ça bouge dans le sud de l'Ukraine. Déclaration très importante du général Tarnavski qui commande les opérations de la contre-offensive dans le sud. Nous sommes à présent, dit-il, entre la première et la deuxième ligne de défense russe. Qu'est-ce que cela représente? Les Ukrainiens, à vos yeux, sont-ils désormais suffisamment bien engagés pour pouvoir aller plus loin? Alors, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, ils ont avancé, ils ont franchi la première ligne, ce qui est déjà beaucoup, sachant qu'il y en a 4 ou 5 quand même. Si on regarde une carte, ils ont avancé de quelques kilomètres, sachant qu'il en reste 130, avant de rejoindre les villes de Melitopol et surtout la mer d'Azov. Est-ce que vous diriez que le plus dur est fait? Parce qu'en substance, c'est un peu ce que le général Tarnavski disait en disant les Russes ont mis leur temps, leur préparation principalement sur la première ligne de défense. Oui, alors c'est évident que la première ligne de défense, c'est un point positif pour les Ukrainiens. Maintenant, il en reste 4 ou 5. Donc pour moi, c'est pas terminé. Globalement, c'est une guerre atroce qui se passe. Les Ukrainiens perdent beaucoup de soldats. Ils sont à l'attaque, ils cherchent à percer. Il faut aller chercher les Russes à la fourchette à huîtres, si je peux oser cette expression. C'est-à-dire que c'est très compliqué et ça sera encore très long. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que vraiment on est centimètre par centimètre. Là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on avance d'1, 2 kilomètres, peut-être 5 kilomètres, comme c'est annoncé par les Ukrainiens, il en reste 130. Donc il faut s'imaginer que la contre-offensive a commencé début juin. Ça fait plus de 3 mois. Ou 3 mois environ. Donc vous voyez le temps qu'il reste pour parcourir ces 130 km et atteindre la mer d'Azov. Et la Crimée en l'occurrence, Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainienne, rappelait encore la semaine dernière, au moment de la prise de Robotyne, l'une des localités liées à cette contre-offensive, que cela ouvrait de son point de vue la voie à aller jusqu'à la Crimée. Mais vous dites, pas d'impatience, c'est pas pour les heures à venir. Non, c'est pas pour les heures à venir. Maintenant, ils font des tentatives sur la Crimée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu visiblement une tentative de débarquement, une tentative d'envoi de commandos, on les appelait comme ça, à partir d'embarcations rapides type Zodiac semi-rigide, bon, qui ont été détruits par les Russes. Mais on voit bien derrière qu'avec les attaques de drones sur la Crimée, avec ces tentatives de drones également navales, avec ces tentatives de débarquement de quelques commandos ou soldats des forces spéciales pour aller faire du renseignement ou mener des actions de sabotage, on voit bien derrière ça qu'effectivement, qu'il y a de multiples tentatives de la part des Ukrainiens pour prendre pied sur la Crimée, dont ça devient presque ça devient l'objectif majeur. C'est-à-dire c'est ce qu'avait annoncé le président Volodymyr Zelensky, on reprendra, on ira se baigner en Crimée. Souvenons-nous, il disait ça l'année dernière. C'est l'horizon de cet été. Absolument. Donc on voit bien qu'il y a une véritable volonté et des multiples tentatives d'y arriver. Sur le point de la Crimée, vous avez fait allusion à quelque chose de très important. Encore ce matin, les Russes ont affirmé avoir détruit 4 vedettes militaires ukrainiennes en mer Noire, donc aux abords, qui permettaient effectivement potentiellement des débarquements de forces armées dans l'ouest de la province de Crimée. Mercredi dernier déjà, 4 vedettes ukrainiennes avaient été détruites. Les Russes à ce moment-là avaient dit qu'elles transportaient jusqu'à 50 membres des forces spéciales. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le combat à terre aujourd'hui, il y a bien un combat qui se joue en mer Noire et spécifiquement autour de ces forces spéciales ukrainiennes que les Russes veulent absolument éviter, enfin supprimer même. Bien sûr, en fait l'emploi des forces spéciales, on les emploie ailleurs que sur la ligne de front. On va les employer si possible derrière les lignes adverses, ou les dire sur les côtés, et c'est ce que tentent de faire visiblement les forces spéciales ukrainiennes, c'est d'aller directement prendre pied en Crimée pour mener des destructions en Crimée, mener des actions de reconnaissance et donc de renseignement pour ensuite pouvoir mieux cibler grâce à leurs missiles, grâce aux canons César français ou grâce à d'autres moyens, de façon effectivement à taper les Russes derrière. Parce qu'en fait, pour une armée qui combat sur une ligne de front, c'est toujours très désagréable d'être tapé sur ses arrières. Et c'est ce que tentent de faire les Ukrainiens, avec juste raison. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent également à démanteler la logistique russe, à jouer sur le moral russe, à jouer sur l'effet psychologique, en disant, mais finalement, on est à l'abri, les Russes se disant, on est à l'abri nulle part. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux Ukrainiens pour aller au bout de cette contre-offensive, de cette percée? Au moins, on disait tout à l'heure, ils sont entre la première et la deuxième ligne de défense dans le sud du pays. Vous nous rappelez à l'instant qu'ils mènent aussi des actions sur la Crimée. Qu'est-ce qu'il faudrait, à quoi ça tiendrait pour qu'ils arrivent à atteindre leur but? Est-ce qu'on parle d'hommes? Est-ce qu'on parle d'armes? Est-ce qu'on parle de type d'armes supplémentaires? Pour moi, c'est un peu tout ça. Et on voit bien que les deux armées qui s'opposent actuellement ne sont pas à la limite de leurs moyens. D'un côté, les Occidentaux donnent aux Ukrainiens. De l'autre côté, il y a une véritable industrie d'armement russe. Mais on voit bien que les Ukrainiens ont moins d'hommes à la fin des fins que les Russes, en termes de population, puisque 40 millions
versus 140 millions pour les Russes. Alors on parle d'avions de combat, est-ce que ça changera la donne? C'est pas une vingtaine, une trentaine d'avions de combat qui changeraient la donne. Je pense qu'il faut effectivement continuer de soutenir les Ukrainiens dans leur force de combat, mais je ne sais pas quel est le game changer, c'est-à-dire ce qui va pouvoir changer la donne sur le terrain. Parce que comment est-ce qu'on joue alors pour l'instant c'est une guerre qui est jouée sur la durée. Comment est-ce que d'un seul coup il y a un point de bascule? Si on se réfère à l'histoire et on regarde 1917, ce qui a changé le point de bascule, en fait, c'est un affaiblissement très net de l'Allemagne à l'époque. L'arrivée des soldats américains n'a pas été un vrai game changer, mais en tous les cas a permis de libérer une certaine zone de front. Le soldat américain de 1917 n'est pas le soldat américain de 2023. Et c'était un soldat pas du tout entraîné et qui s'est aguerri justement au cours de cette Première Guerre mondiale ou cette fin de Première Guerre mondiale. Donc en fait, quel est le game changer? Pour l'instant, c'est difficile de le dire. Pour l'instant, les Ukrainiens tiennent face à une armée russe qui s'est également renforcée. C'est à la fois une guerre de drones, dans laquelle on voit les drones sont utilisés de toutes parts, de manière multiple. C'est du drone jetable. On en perd 17, on en a détruit 17, il y en a 4 qui ont atteint leur cible. Donc en fait, on voit bien la difficulté, mais en fait, il y a une espèce de super utilisation ou d'hyper utilisation de ces drones, qu'ils soient aériens ou navals d'ailleurs. Je vais m'arrêter un instant sur les drones, puisque vous en parlez. Ce matin encore, c'est une information de la matinée, 17 drones russes ont été abattus dans la région d'Odessa. Ce week-end, l'armée ukrainienne indiquait déjà avoir abattu des drones, toujours dans cette région d'Odessa, avec la précision qu'il s'agissait de drones Shahed. Les drones Shahed, je précise, ce sont des drones de fabrication iranienne. Est-ce que là, aujourd'hui, on est encore face à des livraisons par l'Iran, ou est-ce que ce sont des stocks ou des fabrications que les Russes sont capables de faire eux-mêmes? Alors, il me semble, je ne sais pas si les Iraniens en livrent encore, ou bien si, effectivement, il y a une licence, ou si les Russes les construisent sous licence. Ce qui est possible, parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, les Russes ont une véritable industrie d'armement, et ils sont passés en économie de guerre, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises qui fabriquaient, j'en sais rien, des tracteurs, fabriquent sans doute aujourd'hui des chars. Ils sont davantage capables, eux, de produire leur propre armement, sans avoir besoin, comme les Ukrainiens, d'une aide extérieure massive. Alors, ils ont sans doute une aide de la part de la Chine, même si la Chine s'en défend. Enfin, ça passe peut-être par des chemins périphériques, de la part également des Iraniens ou de la part peut-être de la Corée du Nord, qui les aident. Mais je pense qu'effectivement, ils ont une capacité propre à produire, ce que n'ont pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens, en revanche, produisent différents, ou j'allais dire transforment des drones pour en faire des drones de combat, transforment tout un tas de choses et font preuve d'une ingéniosité et d'une inventivité assez incroyable. Mais les Russes également. Et on voit bien dans cette guerre, si les Russes au départ ont été surpris par l'utilisation massive de drones, en fait, ils y ont répondu très vite et aujourd'hui, ça s'équilibre. Il y a une course à l'armement aussi dans la typologie des armements et dans le discours. C'était le cas encore la semaine dernière, puisque les Russes ont annoncé la mise en service officielle, en tout cas, de leur missile Sarmat, qui a plusieurs caractéristiques. Il est capable, d'après les Russes, de déjouer tous les systèmes antiaériens. C'est un missile balistique intercontinental. Si on écoute les Russes, il peut à peu près toucher n'importe quel point du globe, et puis il est capable de transporter au moins 10 ogives nucléaires. Doit-on croire les Russes sur parole quand ils font la liste de toutes ces caractéristiques du missile? Autrement dit, doit-on nous-mêmes réellement avoir peur de ce que ce missile est capable d'accomplir? Alors, c'est ce que les Russes cherchent à nous dire. C'est qu'il faut avoir peur de ce missile. Maintenant, il ne faut pas se méprendre sur les Russes. Les Russes, même s'ils ont raté l'alunissage de leur dernier essai, sont capables quand même de faire des tas de choses. Et ils ont des missiles hypersoniques ou des torpilles hypervéloces que nous n'avons pas, par exemple, en France. Ils ont des capacités de destruction de satellites que nous n'avons pas en France. Donc ils ont des vraies capacités matérielles en termes de capacités militaires. Maintenant, on parle toujours de nucléaire pour faire peur aux Occidentaux, parce qu'on sait que ça fait peur aux Occidentaux. Mais je ne pense pas que les Russes utiliseront l'arme nucléaire. D'abord, les Chinois, je pense que Xi Jinping l'a dit à Poutine, il n'est pas question d'utiliser l'arme nucléaire. Et les Américains ont déjà dit, attention, si vous utilisez une arme nucléaire, on vous détruit votre flotte de la mer Noire avec des moyens conventionnels. Donc en fait, il y a déjà cet équilibre, l'équilibre de la terreur finalement, mais je ne pense pas que les Russes utiliseront un jour leur arme nucléaire. Donc c'est un missile, si je vous comprends bien, qui est davantage utilisable dans la guerre psychologique que dans la guerre réelle militaire sur le terrain. C'est un missile utilisable bien sûr dans la guerre psychologique, effet psychologique, mais également peut-être utilisé, mais pas avec de l'armement nucléaire.
plus avec de l'armement conventionnel. C'est-à-dire que tous ces missiles sont utilisables avec des charges dites conventionnelles. Il y a tout de même une réaction encore dans les discours, dans la psychologie de l'OTAN, puisqu'on a appris que l'OTAN allait formellement organiser d'ici quelques jours, dans une semaine en l'occurrence et pour une durée de 2 semaines, un nouvel entraînement en mer Baltique. Et le commandant de la marine allemande l'a dit assez clairement, nous envoyons un message clair de vigilance à la Russie. L'ennemi, entre guillemets, est clairement désigné. Une dissuasion crédible, dit-il, doit inclure la capacité d'attaquer. L'OTAN, c'est une alliance défensive. Là, on a aussi en filigrane l'idée que l'on puisse être contraint à attaquer. On est toujours dans cet équilibre, c'est-à-dire qu'effectivement, les Russes considèrent que leur ennemi, c'est l'OTAN, et l'OTAN a toujours considéré que la Russie était un adversaire possible, même s'il y a eu des années, j'allais dire, de détente. On voit bien qu'on est dans une période très tendue d'opposition entre la Fédération de Russie et l'OTAN. Et l'OTAN montre ses muscles. Mais on voit bien d'ailleurs que cette alliance otanienne est une alliance très forte et que l'une des victoires de Poutine, c'est d'avoir redonné du lustre à cette alliance qui avait peut-être tendance à en perdre. Mais en tous les cas, et s'est renforcée avec l'arrivée de nouveaux pays au sein de cette alliance militaire. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur ce qui se passe côté ukrainien, enfin en tout cas l'analyse, qui est de dire, bon, on va pouvoir attaquer plus vite, plus fort. Pourquoi ? Parce que, et c'est encore le général Tarnavski qui le dit, que je citais tout à l'heure, chargé de la contre-offensive dans le sud, il dit l'ennemi russe puise dans ses réserves, pas seulement en Ukraine mais aussi en Russie. Tôt ou tard, les Russes seront à court de leurs meilleurs soldats. De votre point de vue, s'agit-il là d'un wishful thinking, comme on dit, un vœu pieux, ou y a-t-il quelque chose de réel dans cette déclaration ? C'est réel de part et d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il dit ça des Russes, mais c'est sans doute malheureusement vrai aussi des Ukrainiens. Chacun a perdu ses meilleures troupes. Oui. Alors bien sûr, chacun mobilise à nouveau, sans en parler, mais effectivement, il y a des mobilisations. On voit bien qu'en Ukraine, on empêche les hommes entre 17 et 60 ans de quitter l'Ukraine, sans raison valable. Donc oui, il y a une vraie... Malheureusement, un certain nombre de soldats ont déjà perdu la vie. On parle de plusieurs dizaines de milliers, c'est peut-être plus. En fait, on se connaîtra les chiffres à la fin de cette guerre. Mais je pense que c'est extrêmement important. Donc ce que dit ce général ukrainien sur les Russes est également vrai. Pour les Ukrainiens ont perdu des tas d'excellents soldats depuis le début de cette guerre, malheureusement. Il y a quelques heures, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a aussi fait une annonce assez retentissante, le remplacement de son ministre de la Défense. Alors ça faisait des mois qu'on en parlait sans que ça n'ait jamais vu le jour. Cette fois, en tout cas, il l'annonce. Il rend hommage, d'une certaine manière, à Oleksiy Reznikov et donne une raison officielle. Il dit Oleksiy Reznikov a traversé plus de 550 jours de guerre. Je crois que le ministère a besoin de nouvelles approches, de nouveaux modes d'interaction avec l'armée, autant qu'avec la société civile au sens large. Et puis il y a une raison officieuse, c'est l'implication potentielle de ce ministre dans des affaires de corruption. Est-ce que ça peut affaiblir l'armée ukrainienne, changer de ministre en pleine guerre, en pleine contre-offensive ? C'est vrai que c'est très surprenant, mais en même temps, on voit bien que Volodymyr Zelensky mène 2 guerres. En fait, il y a la guerre sur le terrain face aux Russes, et il y a cette guerre contre la corruption. Parce que s'il souhaite rejoindre l'Union européenne ou l'OTAN, effectivement, les conditions sont assez drastiques pour rejoindre l'Union européenne, en particulier en termes de corruption. L'Ukraine était vue comme un pays plutôt corrompu dans le classement, il est plutôt dans les pays, fait partie des pays les plus corrompus, donc effectivement, il cherche à lutter. Et je crois qu'effectivement, Oleksiy Reznikov était accusé de 2 choses. C'était la revente d'uniformes ou d'achat d'uniformes à la Turquie facturés 3 fois leur prix, et l'achat de produits alimentaires pour les soldats aussi qui étaient surfacturés. Donc il était effectivement un peu dans l'œil du cyclone, sur un siège éjectable. Volodymyr Zelensky a choisi ce moment. Ça va peut-être redonner du boost. En tous les cas, ça va donner une vision différente avec un nouveau ministre. C'était peut-être l'occasion, au moment où cette offensive, finalement, tente à patiner quand même. Avec donc Roustem Umerov qui le remplace, un Tatar de Crimée qui était déjà dans ses fonctions précédentes engagé sur la lutte contre la corruption. On voit effectivement la couleur que vous rappeliez à l'instant. Il y a eu également ces dernières heures, c'était hier soir en l'occurrence, un entretien entre le président français et le président ukrainien. Une nouvelle fois, Volodymyr Zelensky a remercié la France pour son soutien. Mais dans le compte-rendu ukrainien, on lit aussi, on entend, et d'ailleurs Volodymyr Zelensky l'a dit, qu'il avait été question d'un accord très important, dit-il, sur l'entraînement des pilotes ukrainiens en France. Je précise que la France, elle n'a pas communiqué sur cette partie de la discussion. On ne va pas au même rythme sur ce sujet, de l'entraînement des pilotes, et en tout cas pas dans le discours. Non, mais de toute façon, la France ne dispose pas d'avions F-16, donc des avions de chasse américains, qui seraient effectivement donnés par un certain nombre de pays qui en disposent aujourd'hui. Néanmoins, l'entraînement des pilotes, un pilote de combat, c'est long à former. Donc que la France participe à la formation, c'est bien. En fait, un pilote, ça se forme. Il faut d'abord apprendre à piloter un avion, n'importe quel type d'avion, puis ensuite on se spécialise sur un avion de chasse, et ensuite on se spécialise dans la manière de mener
la guerre dans un avion de chasse qui va très vite, il faut penser rapidement. Donc tout ça demande des heures et des heures de vol et d'entraînement, et un entraînement qui peut se faire sans que ce soit l'avion d'armes, F-16, ça peut se faire sur d'autres types d'avions. En France, on a des avions écoles qui sont des Alpha Jet par exemple, qui sont des avions à réaction sur lesquels nos propres pilotes de chasse s'entraînent avant de piloter des Rafales ou des Mirage 2000. Donc vous voyez, il y a une progression, et seule la dernière phase d'entraînement ou de formation se fera sur F-16. Donc tout ce qui se fait avant peut se faire en effet en France ou dans d'autres pays qui ne disposent pas d'avions F-16. De ce que vous en savez, quelle est la contribution française exactement dans ces formations? Alors cette formation, on en parle déjà depuis quelques temps. Pour moi, c'est une formation de base, et surtout une formation, je vais dire, au pilotage, à la façon otanienne, c'est-à-dire avec des capacités à être interopérables avec d'autres pays de l'OTAN pour comprendre la façon dont on agit. Les Ukrainiens, les pilotes ukrainiens ont été formés un peu à la soviétique, et donc ce qui n'est pas du tout la même formation que les pilotes otaniens. Donc il y a un apprentissage qui peut durer plusieurs mois, voire au moins une année, en tous les cas. Autre entretien, pour le coup, qui lui aura lieu aujourd'hui, c'est entre les présidents russes et turcs. Le président Erdogan se rend à Sotchi, station balnéaire bien connue en mer Noire. On y revient toujours à la mer Noire. Il se trouve que le chef de l'État turc va principalement parler céréales. Bon, ça c'est une chose, mais voit aussi dans cette rencontre l'opportunité de peut-être un jour envisager un tremplin pour des négociations de paix. Est-ce que vous y voyez pour le président turc une chance d'y parvenir? Est-ce que la Turquie peut réellement aujourd'hui jouer un rôle, être une aide dans la négociation d'un futur plan de paix? Alors ce qui est intéressant pour la Turquie, c'est que la Turquie est un pays de l'OTAN, mais elle a toujours gardé des liens assez proches avec la Russie, et qu'elle joue un peu un intermédiaire, en tous les cas, qu'elle est un pied dans les deux. Tout en vendant aussi des armes à l'Ukraine. Des armes à l'Ukraine, enfin bon. Donc on voit bien la position un peu multifacette, complexe, et complexe du président Erdogan. Mais pourquoi pas? Je veux dire, toutes les initiatives sont bonnes pour arriver à la paix, et c'est ce que tout le monde souhaite. Alors la paix dans les conditions ukrainiennes, sans aucun doute, mais en tenant compte de ce que souhaitent également les Russes, qui détiennent toujours quand même 17% ou 15% du territoire ukrainien. Donc on voit bien derrière qu'avant d'arriver à un plan de paix, il va falloir encore du temps. Donc que Erdogan soit là-bas également pour discuter, je crois comprendre, de tout ce qui est transport de céréales. Parce que même l'ordre du jour principal, en réalité. Mais derrière, il y a effectivement tout ce qui pousse les gens à, non pas négocier, mais en tous les cas entamer un dialogue. Parce qu'avant des négociations, on entame un dialogue, puis ensuite on négocie, puis on peut peut-être arriver à un plan de paix, même si je ne crois pas que ça soit demain matin. Mais quand vous dites pas demain matin, quel est l'horizon qui vous paraît raisonnable? Personne n'a de boule de cristal, mais on parle de quoi? On parle en mois, on parle en année, à votre avis? Le vrai problème, c'est que tant qu'il n'y a pas un vainqueur militaire sur le terrain, et je crains qu'il n'y en ait pas tout de suite, donc en fait c'est très lié à ce qui se passe sur le terrain, où malheureusement beaucoup de soldats perdent la vie. Pour vous, c'est le militaire qui aura le premier rôle avant la diplomatie? Oui, parce qu'en fait, pour arriver à une table de négociation, il faut considérer qu'on a atteint ses objectifs. Ou alors qu'on a perdu, définitivement perdu. Or, aujourd'hui, personne n'a perdu, personne n'a gagné. Chacun perd des soldats, malheureusement, mais personne n'avance, à part de quelques kilomètres, ce qui est très bien. Mais c'est sans doute insuffisant pour arriver à un début de dialogue qui aboutisse effectivement à une paix. C'est là où c'est très difficile, effectivement, comme vous disiez, on n'a pas de boule de cristal, c'est très difficile d'envisager un avenir, tant qu'aujourd'hui sur le terrain, ça n'avance que de manière très très limitée. Il nous reste quelques instants, Général Gomard. Je voudrais dire un petit mot également de l'avenir de Wagner. On a du mal à voir clairement ce que le pouvoir russe veut faire de ces hommes, de ces soldats, de cette structure. Officiellement, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il y a quelques jours, disait que le crash de l'avion qui transportait Prigojine pouvait être un acte criminel délibéré. On voit bien, et ça fait plusieurs mois que c'est le cas, qu'il y avait une volonté d'incorporer Wagner dans l'armée régulière. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, ces hommes vont être un apport massif, significatif, utile pour l'armée russe? Alors, ils ont été un apport utile au moment de la prise de la ville de Bakhmout. Souvenons-nous, des mois qu'il a fallu pour atteindre cet objectif et obtenir un succès limité, ou en tous les cas tactique. Au moins pour le symbole. Au moins pour le symbole. Wagner va changer sans doute de positionnement. Wagner est très utile pour les Russes en Afrique en particulier, et voire en Syrie, où on retrouve également des gens de Wagner. Donc en fait, on voit bien derrière qu'ils seront peut-être moins présents sur le territoire russe, sur le territoire entre la Russie et l'Ukraine, et peut-être sans doute plus en Afrique,
et peut-être au Moyen-Orient. Il y a sans doute un repositionnement de cette société militaire privée. Ça reste un risque, une compétition pour la France en Afrique? Peut-être la principale menace? Oui, alors une menace contre la France, non, mais une menace contre l'influence française et contre la présence française, bien évidemment. Merci beaucoup, Général Christophe Gomard, d'avoir été l'invité de LCI ce matin.